Merci André. Je me suis réjoui d'une chose. Bon, peut-être qu'il n'est pas tellement illusoire pour tout le monde, de voir que tu as été le premier et tu as eu le temps de développer ton... C'est très bien. Mais chez moi, c'est un constat. Un constat par rapport à ce que disaient autrefois nos chefs d'État d'antan. Je parle du Zaïre à l'époque, de Mobutu, quand il parlait que l'Afrique, la solidarité africaine est légendaire. Il ne manquait pas de prononcer cela dans ses discours, dans notre solidarité légendaire, donc reconnue comme telle. À tel point que, quand il nommait Jean-Bédel Bokassa, il ne l'appelait pas souvent président, il l'appelait en lingala Mwanamboka. Ça signifie le fils du pays, ainsi de suite. Et ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, on se disait, mais tel président, il est de quelle origine au juste? Au Zaïre, on disait, Mobutu vient du Centrafrique. Et ainsi de suite. Cette solidarité légendaire, quand l'Afrique, à un moment donné, commençait à prendre corps, si tu regardes bien, mais arrivé ici en Europe, elle souffre. Elle souffre. Qui la maltraite, c'est l'Africain. Avec ta lecture, est-ce que tu pourras nous dire un peu les indices des histoires qui attaquent notre solidarité et peut-être nous en proposer quelques remèdes? Merci. Je vais dire que répondre au fur et à mesure ou bien sur la question. Bonsoir, c'est Yves de la GIRD. En fait, concernant la solidarité, je peux dire une question. Ne croyez-vous pas que la solidarité est liée aussi à l'appartenance de la communauté? Quand je parle de communauté, je ne parle pas seulement de communauté d'origine, mais aussi la communauté religieuse ou d'appartenance à un groupe, et aussi les intérêts. Parce que je crois qu'il ne peut pas avoir de solidarité sans intérêt. Donc, ne croyez pas que, surtout pour le milieu associatif, avoir les mêmes intérêts, et puis par la suite parler de la solidarité. Bonjour et merci pour l'intervention. Michel Deroge, je voulais surtout poser la question si le lobbying de nos jours n'est pas une forme de solidarité. Et si les Africains ne peuvent pas aussi se constituer en lobby afin de pouvoir trouver la solution au mot qui est la solidarité africaine, surtout quand on arrive en Europe. Moi, c'est Annette du collectif des femmes africaines qui est nommée. Je reviens sur la liberté d'expression en tant que représentant associatif. Je dis, à un moment, un pouvoir sans contre-pouvoir, c'est une dictature. Je dis qu'en tant qu'association, on est bâillonné parfois par les subsides. On ne peut pas dire ce qui ne va pas dans notre société. Donc je crois que c'est aussi une forme de blocage de liberté d'expression. J'ai dit, bon, Aimé Césaire disait parfois qu'on est la bonne espérance, il suffit qu'on nous jette les miettes et qu'on se taise, on est content avec tout le monde. Je revendique la liberté d'expression. Et c'est souvent le devoir aussi des associations de dénoncer les inégalités, les injustices de notre société. Voilà, je vous remercie. On va répondre d'abord à ces questions-là, et puis préparer notre salle de 5 questions, comme ça sera beaucoup plus dynamique. Oui, à chaque fois, je ne suis pas certain de répondre clairement aux différentes questions, mais je vais juste proposer à chaque fois ma réflexion, si vous voulez. D'abord, première question à Victor, je vais prendre l'autre des questions. Le problème avec
La solidarité africaine, c'est qu'elle reste légendaire. Donc elle est de l'ordre de la légende, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dont on parle toujours, comme ayant été à une certaine époque. Et voilà. Mais dans la réalité, c'est assez difficile. Moi, j'ai pris un raccourci qui est souvent utilisé, c'est celui de dire que en fait, la solidarité africaine c'est cristallisé dans la tradition africaine. Mais même quand je le dis, je dirais que c'est pas conformisme. Parce qu'en réalité, quand on analyse même le fonctionnement des sociétés traditionnelles africaines, il y avait à la fois des formes de solidarité, mais aussi des formes de division, des formes de discorde qui étaient terribles et qui font qu'il y avait des guerres intestines sans arrêt entre les communautés, y compris à l'intérieur même des communautés. Donc, mais comme on a toujours envie, d'une certaine manière, de se représenter de manière un peu idéale ce qu'a été notre passé et ce qu'est notre tradition, alors on a tendance à faire recours à cette référence. Moi, je pense que sur le fond, ça a été et ça reste un idéal vers lequel on doit tendre. Et ça vaut aussi pour la communauté africaine en Belgique. Pourquoi cette communauté a du mal à s'organiser? Pourquoi elle a du mal à se structurer? Pourquoi elle a du mal à articuler la solidarité ici? Je dirais en partie, c'est lié justement à ce qu'on a importé d'Afrique. Je peux parler de la communauté camerounaise que je connais un petit peu, mais je pense que ça vaut aussi pour le Congo et pour d'autres pays. On vit un phénomène ici qu'on appelle le micro-tribalisme, c'est-à-dire que vous avez affaire à des entités ethniques qui existent en Afrique, dans les pays concernés. Une fois arrivé ici, c'est reconstitué. Et donc, les micro-tribalismes, la micro-ethnisation de la société fait en sorte qu'on n'a pas affaire à un groupe social relativement homogène, mais plutôt un groupe qui est un agrégat en fait de disparité et qui fait qu'on ne peut pas les associer facilement parce qu'il y a toujours des espèces de frontières, des espèces d'identités différentes qui priment. Donc ça c'est une réponse à mon avis par rapport aux difficultés qu'il y a. Alors je n'ai pas de solution parce que j'ai moi-même essayé à un moment donné à faire en sorte qu'on puisse mettre les choses en route et ça a été très compliqué. Donc si j'avais la solution, je vous la donnerais, je ne l'ai pas. Par contre, je pense peut-être que on pourrait organiser cette solidarité, non pas simplement en fonction des grandes idées qu'on peut avoir, mais peut-être sur des projets. C'est-à-dire que si on met en route un projet concret, fonctionnel, dans lequel tout le monde se retrouve, on pourrait commencer à esquisser une forme de solidarité qui pourrait durablement s'installer. C'est peut-être la chose qu'on n'a pas encore essayé, qu'on développe peut-être essayer. Donc voilà, pour Victor. Alors par rapport à Yves, c'est tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. La solidarité en tant que telle ne veut rien dire. La solidarité est toujours et déjà nécessairement une représentation des intérêts que les uns et les autres ont par rapport à leur propre situation. Et c'est beaucoup plus fort au niveau associatif qu'ailleurs. Parce que quand une association, je ne t'apprends rien puisque tu diriges une association, quand une association vit, elle vit essentiellement de quoi? Pas seulement des idées, pas seulement des projets, mais des ressources, notamment des ressources financières. Et elle va toujours chercher d'où viennent ces ressources, qui les lui donne, comment il peut avoir accès à ces ressources-là, comment il peut les gérer. Alors, une association ne fonctionne, ne se meurt, donc ne bouge, que dans la mesure où les choses vont dans son intérêt. Sa solidarité ne va s'articuler que dans la mesure où ces solidarités rencontrent ses propres intérêts. Et ça, c'est une forme de solidarité bien comprise, en fait. Ceux qui ont une représentation complètement idéale de la solidarité, je dirais, c'est un peu ce qu'on a vu dans le film qu'on a projeté tout à l'heure. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de solidarité spontanée. La solidarité est une notion, aujourd'hui, qui est calculée, qui est pensée, qui est réfléchie, et qui est telle que chacun doit pouvoir, avec sa propre stratégie, mettre en route la manière d'articuler sa solidarité avec telle autre association, telle autre personne, tel autre groupe, tel autre État, telle autre région, telle autre communauté. C'est toujours en fonction des intérêts. Voilà. Un mot par rapport à Michel qui se demande si le lobbying n'est pas une forme de solidarité. Mais je pourrais dire, parce que je me suis à un moment donné, dans mes recherches en sciences politiques, je me suis un peu intéressé à la notion de lobbying. Et il se trouve qu'effectivement,
ce n'est pas le lobbying en lui-même qui est une forme de solidarité, mais si vous voulez, ce sont les entités qui sont derrière les actes de lobbying qui mettent en forme une forme de solidarité. Parce que qu'est-ce que les lobbies défendent? Les lobbies défendent en général les intérêts de certains groupements spécifiques. C'est-à-dire, vous verrez les industriels, je dirais par exemple du bois, s'organiser en lobby pour défendre leurs intérêts auprès des institutions, auprès de l'État, auprès de la communauté, auprès de la région, auprès de l'Union européenne. On dit qu'aujourd'hui, Bruxelles est devenue la capitale des lobbies. C'est ça. Et donc, d'une certaine manière, c'est une forme de solidarité que de s'organiser en lobby. Parce que c'est cette forme de lobby qui est efficace, parce que ça fonctionne, parce que c'est opérationnel. Et donc, ça peut se représenter de cette manière-là. Mais une fois qu'on se représente la solidarité sous cette forme-là, on la réduit, on la rétrécit. Et on perd une partie de l'humanité, si vous voulez, qu'on doit pouvoir retrouver par la notion de solidarité. Parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est ce que j'ai dit au début, il y a quand même quelque chose qui relève du don de soi dans la solidarité. Si on perd cette partie du don de soi, je dirais, on déshumanise un peu cette notion et on la transforme en simple outil, en simple moyen. Donc là, on a une exception purement instrumentale de la notion de solidarité. On peut l'avoir, cet endroit, mais moralement, ça peut poser effectivement un problème. Un mot juste un mot rapide sur ce qu'Annette a dit à propos de la liberté d'expression qui sera appliquée aux associations. Et que si les associations ne seraient pas libres, parce qu'elles seraient bâillonnées, en particulier en fonction des subsides, c'est-à-dire que si on critique Paul Manette, on peut à peu près être sûr qu'on n'aura pas de subside de la région Wallonne, par exemple, n'est-ce pas? Ou bien si on critique telle ou telle personne, c'est compliqué. C'est vrai, je ne veux pas faire semblant, c'est une réalité. C'est une réalité dans laquelle nous vivons. Mais c'est une réalité que je vis moi-même, pour dire les choses crûment. Voilà. Mais il ne faut pas, à mon humble avis, il ne faut pas se rendre prisonnier de ce type de situation. Il faut d'abord être capable par soi-même de définir, je dirais, la géométrie de ses intérêts et de se mouvoir en conséquence. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que vous commencez à défendre une idée qui pourra ne pas plaire à quelqu'un qui détient les subsides, vous faites le choix. Vous faites le choix, si vous estimez que votre conviction, votre opinion est tout à fait fondamentale, de l'exprimer et de ne pas subir les représailles. Ou en tout cas de ne pas subir les conséquences qui seraient liées aux représailles. C'est-à-dire que si vous avez dans votre budget, je prends un cas concret comme ça tout le monde comprend, dans votre budget, comme principal source de financement, les subsides de la région Wallonne, et que vous commencez à critiquer le Parti Socialiste, vous savez très bien que votre budget c'est fini. Alors ce qu'il faut faire simplement, c'est diversifier les sources de financement, de façon à ne pas dépendre uniquement du budget de la région. Ce que je dis là n'est que purement hypothétique. Je n'ai pas dit que la région fonctionne comme ça. Je n'ai pas dit que le Parlement fonctionne comme ça. Je pense que j'ai des exemples pour donner à comprendre des choses. Mais je n'ai pas dit que c'est ça la réalité. Donc voilà, ça c'est ces questions. J'avais quand même une petite question avant que l'on continue. Nous sommes serrés par le temps. Je confirme que nous devons absolument libérer la salle. Mais bon, disons que on me fait signe quelque part qu'on peut africaniser l'histoire. Et donc, ne soyez pas stressés outre mesure. Hein, voilà. De quelques minutes. Voilà. Donc, j'avais une question. On a parlé de la solidarité, fonction, quelque part, quand il s'agissait d'un SBL, d'association, fonction des intérêts. Tu as bien précisé, excuse-moi, tu as précisé qu'effectivement, cette manière de voir pouvait avoir un aspect déshumanisant pour nous, mais
revenons sur cet aspect qui est quand même primordial pour ceux qui ont des associations. Il faut quand même faire vivre l'association. Tu as parlé de manière assez explicite des problèmes qu'on peut avoir au niveau des subsides. Mais la question que moi je me pose, c'est si nous fonctionnons comme ça, qu'est-ce qui nous empêche, nos communautés africaines, d'avoir des projets communs, des projets qui intéressent tout le monde, compte tenu du savoir-faire que nous avons, des formations que nous avons, de la connaissance du monde que nous avons, des choses présentes sur la terre dans laquelle nous vivons et où nous faisons notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir un ou des projets communs? Je vais prendre un exemple, je crois que tu iras un peu plus loin tout à l'heure, mais je prends l'exemple terre à terre. Nous nous plaignons fréquemment, moi le premier, puisque j'ai souvent à représenter devant un public, d'absence de médias concernant nos activités. Nous faisons toutes ces activités tout au long de l'année, et ces activités sont reprises péniblement sur nos pêches, sur Télesprit. Merci d'anticiper sur là où je venais, mais péniblement sur Facebook, voilà, on essaie de faire des petits liens, on a 200 personnes qui regardent, c'est magnifique, sur 11 millions d'habitants, et bon, voilà. Et au moment où on doit se présenter au public pour des régions d'élection, etc., on n'est nulle part. Donc, je me pose la question de savoir ce qui nous empêche d'avoir ce projet commun, de monter ne fût-ce qu'une mini-télé sur YouTube, ce sont les gens qui connaissent tout ça, YouTube, Dailymotion, etc., où, dans un premier temps, nous donnerons le monde d'aller avoir l'information, et puis petit à petit, on pourrait construire quelque chose de plus stable. Je prends cet exemple, pourquoi? Parce que nous avons ici Téléspi qui aujourd'hui nous a invités pour, je la remercie encore une fois, avec l'aide du CRIC à cette soirée, qui j'espère n'est pas la énième soirée, mais bien une soirée qui permettra d'avoir des écrits suivis de faits, encore une fois, parce que j'attends toujours les écrits de la dernière soirée, même si elle est assise au fond là-bas, c'est pas grave. Mais donc voilà, qu'est-ce qui nous empêche, nous avons les structures, nous avons le know-how, nous avons le matériel. Qu'est-ce qui nous empêche de décider, de nous mettre à travailler pour transformer cet instrument extrêmement puissant qui est Téléspi en quelque chose qui peut être utile à toute la communauté? Voilà une question que je pose depuis déjà quelques mois et je n'ai toujours pas de réponse. Mais je suis sûr que tu iras beaucoup plus loin dans mon raisonnement. Non, moi je dirais d'abord que je ne suis pas sûr que tout le monde a les mêmes attentes que toi. Lui, c'est l'homme politique qui parle. Et donc, il est très intéressé par les médias, par non. C'était qu'un exemple. Oui, voilà. C'est une non, je crois effectivement que on a un gros problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un gros problème d'organisation de structuration. Et ce qui nous manque effectivement, c'est un projet commun, soit fédérateur. Et ce projet-là, il peut passer à travers un grand média, ou un média communautaire, comme une chaîne de télévision communautaire, ou une radio communautaire, on en avait parlé à un moment donné, ou bien un support beaucoup plus facile à gérer, qui pourrait être un journal en ligne. Donc c'est tout à fait possible au niveau des médias, mais on peut également le faire sur d'autres types de secteurs. Je crois que ce qui manque, c'est probablement la volonté de faire quelque chose ensemble. C'est cette volonté qui, à mon avis, fait défaut. Parce que les ressources sont là, les capacités sont là, mais c'est la volonté qui fait défaut. Peut-être que Victor va ajouter quelques mots. Je n'ai pas de mots à ajouter, parce que avant que vous veniez, j'ai donné ma main et ma tête en promettant que je tiendrai à l'heure. Parce qu'on me dit, qui va nous aider à ce que? J'ai donné ma main. Alors, ça signifie qu'à 19h, en principe, on doit rendre la salle à Mélanie, à 19h, dans 15 minutes. J'ai promis que je vais faire stop quand il faut. Mélanie, je suis un bon soldat. Alors, elle a donné l'élasticité. Ne vous en faites pas, l'élasticité, ça c'est. Il y a toujours le cadre académique devient avant. J'ai enseigné, je ne prolongeais pas, mais j'ai chassé ceux qui venaient après. J'ai fait ce que j'ai dit, cadre académique. En tout cas, je parle, tant que Victor, qui est venu assister,
gens qui sont aussi sages dans notre communauté. André, encore une fois, merci, vraiment merci. Nous le parlons au nom de Téléspi. Merci d'être venu. Nous avons l'habitude, nous deux, de nous regarder aussi comme ça. Mais c'est pour dire une vérité. Une vérité qui n'est pas toujours facile à accepter. Nous avons aligné aujourd'hui autant de professeurs, autant d'éminents, de conférenciers. Heureusement, ils ont été honnêtes, quelque part, parce qu'ils ne sont pas venus, sinon ils seraient venus en retard. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais ce n'est pas toujours gai. Merci d'avoir fait honneur à la communauté, d'être venu et à temps, et tu nous as vraiment bien entretenus. Et Jean-Marie, quand tu as accepté d'être modérateur, je me suis dit, voilà, nous aurons des orateurs. Vous avez été orateur en même temps aussi modérateur. Merci pour tous les compléments d'information, de tout ce que vous voulez. Tu as bien défini la chose qui nous est très importante. Peut-être le même sujet, nous pouvons encore le rebondir prochainement, tout en cherchant un espace qui peut être élastique en temps par rapport à l'Africain. Parce que j'ai toujours dit quelque part, partout où je vais, je ne serai jamais à l'heure, mais je serai toujours à temps. Donc ça signifie que le temps, nous l'aurons toujours. L'heure, on donnera à ceux qui l'ont inventé. Voilà. Sur ce, en tout cas pour respecter l'heure, à moins que Mélanie dise encore, prenez 1 minute, je pense que c'est l'heure à la convivialité. En votre nom, à vous tous, je pense que nous allons remercier André, qui a été un brillant orateur, et nous pourrons encore compter sur toi pour les prochains jours. Et merci aussi à Jean-Marie d'avoir fait en sorte que nous soyons en harmonie avec notre orateur. Nous le saluons aussi avec nos applaudissements. Et à toutes les associations qui sont là, je ne sais pas les citer, parce qu'il est dit que quand on commence à citer, vous risquez d'en oublier une. Alors à tout le monde qui est venu, en tout cas, merci beaucoup. Nous allons continuer dans la même ligne, mais il y a une personne, je pense, même si on est strict, on peut toujours faire une exception, sinon ça ne sera plus la loi. Alors, il a un petit mot à dire. Merci beaucoup, Victor. Et en fait, moi, c'est Oscar Mou, je représente ici les étudiants camerounais du Charlton. Ben, avant qu'on y termine, moi j'avais quand même des questions à poser concernant la liberté d'expression. Par rapport à la liberté d'expression, je vais demander au professeur André Yinda, est-ce que les restrictions à la liberté d'expression ne trahissent pas le thème de liberté d'expression? Parce que quand on regarde le tour, on ne sait plus, les limites sont tellement vastes. Quand on va prendre le cas de par exemple, quand on lui dit je me sens chargé pour les Mali, on va là apologie au terrorisme. On ne sait pas où est vraiment la limite. Est-ce que ça ne trahit pas et ça place les citoyens qui ne sont dans une certaine frayeur, puisqu'on ne sait plus quoi dire ou quoi faire. Et concernant la solidarité, j'aimerais les deux orateurs, si vous voulez dire quelque chose. Est-ce que c'est possible pour nous, citoyens du monde, d'aspirer à une solidarité mondiale? Ici, je veux parler en prenant par exemple le commerce équitable. Quand on voit comment les échanges se passent, les échanges se font, les industries textiles, en Inde, comment est-ce qu'on utilise les petits enfants, nos matières premières en Afrique, comment est-ce qu'on les spolie, comment on les utilise. Ce n'est vraiment pas équitable, le commerce n'est pas équitable. Et là, moi je pense que c'est aussi une façon, c'est aussi notre forme de solidarité. Est-ce qu'à ce niveau-là, la solidarité n'est pas un peu mise en question? Avec la permission de Mélanie, nous prenons encore 2 petites minutes. Merci beaucoup. J'essaie de ta générosité. D'un mot, pour revenir à la question la principale question que tu as posée,
Je crois qu'il y a, on l'a dit, il y a la liberté d'expression telle que c'est défini dans le principe, puis il y a les limites. Donc les limites sont là, elles sont connues. L'apologie du terrorisme est une chose qui n'est pas acceptée. Au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas faire l'apologie du terrorisme. Donc si vous faites l'apologie de quelqu'un qui est un terroriste, vous faites l'apologie du terrorisme. Donc vous tombez sur le coup de la loi. Même si c'est votre conviction profonde et intime, vous tombez sur le coup de la loi. Et nous sommes dans une société dans laquelle nous vivons avec des lois. Et la vraie question, qui à mon avis est derrière ta question, c'est est-ce que les lois telles qu'elles sont structurées et organisées aujourd'hui sont des lois qui sont justes? Parce que ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. Vous voyez? Et donc, de ce point de vue, je pense qu'on peut effectivement avoir une longue discussion par rapport à cette question. Je crois simplement que ce qu'il faut dire, c'est que si vous estimez qu'il y a des lois qui ne sont pas justes, il faut les dénoncer. Elles ne vaut que pour un certain type de discours, pour une certaine représentation des choses. Dès lors que vous sortez du cadre, dès lors que vous sortez, je dirais, du rayon, vous êtes tout de suite catalogué. Même si vous ne tombez pas sur le coup de la loi, vous êtes catalogué, vous êtes marginalisé, vous êtes même parfois piétiné. Simplement parce que vous tenez un discours différent, un discours alternatif, un discours critique peut-être. Vous voyez, même si vous ne tombez pas sur le coup de la loi, le fait que ce soit dans les habitudes des gens, des dirigeants, vous tombez sur le coup des difficultés auxquelles on peut être confronté très facilement. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ta première question. Par rapport à la deuxième question, qui concernait la solidarité internationale, je pense que Jean-Marie va te répondre certainement, mais déjà, la notion de solidarité internationale existe. C'est-à-dire l'ensemble des actions qui sont faites d'ordre humanitaire, qui sont liées à la coopération et développement, relèvent de ce qu'on appelle la solidarité internationale. La vraie question est de savoir si c'est une vraie solidarité internationale. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'appellation solidarité internationale pour recouvrir la réalité d'une chose à laquelle tout le monde pense. Je crois qu'il faut savoir que la réalité du monde dans lequel nous vivons est que c'est un monde inégal. C'est un monde dans lequel il y a une hiérarchie de la puissance. Vous savez, les États hyper puissants, les puissances moyennes, puis le reste. Ça, c'est la réalité. Et le monde dans lequel nous vivons, j'ai écrit un livre là-dessus, donc je peux facilement en parler. Le monde dans lequel nous vivons est un monde organisé et structuré en fonction des intérêts, des valeurs, de la logique et même de la représentation du monde de ceux qui sont puissants. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc le monde n'est pas organisé en fonction de tout le monde. Ça, c'est la réalité des relations internationales. Vous voyez? Et donc par rapport à cette réalité, il faut être intelligent. Parce que cette réalité, vous ne pouvez pas la bouleverser. Vous ne pouvez pas la retourner. Vous ne pouvez pas la subvertir. Vous ne pouvez pas. En tout cas, dans l'état actuel des choses, jusqu'à un avenir relativement proche, même moyen, vous ne pouvez pas la bouleverser. Et donc il faut développer l'intelligence du ferme. L'intelligence du ferme, l'intelligence de celui qui n'est pas puissant, comment l'articuler dans un monde dans lequel nous sommes sous domination. C'est ça qu'il faut faire. Et donc la vraie intelligence consiste justement à savoir utiliser les ressources du faible pour survivre, pour résister. Vous comprenez? Et ça passe par toute une série justement de stratégies. La stratégie du commerce équitable est une belle stratégie, mais ça ne suffit pas. Parce que si le cœur de l'économie, le commerce équitable reste un marginal, si le cœur de l'économie, c'est-à-dire tout ce qui touche aux matières premières, tout ce qui touche au pétrole, tout ce qui est autour du pétrole, si ce cœur n'est pas sous contrôle, si ce cœur n'est pas géré dans l'intérêt national, on sera toujours dans l'inégalité. Et n'oubliez pas, quand on parle de cette question au niveau africain, il ne faut pas oublier que ce sont les dirigeants africains qui sont souvent les premiers à être impliqués dans ce commerce inégal. C'est les premiers. Si vous voulez que ça change, il faut commencer par élire les dirigeants qui soient capables de vous représenter et de défendre au mieux vos intérêts. Voilà, je passe la parole à Jean-Claude. Voilà, merci. Je ne veux pas ajouter quelque chose de fondamental. C'est juste préciser que dans un État démocratique, la manière, quand vous percevez qu'une loi est pour vous injuste, vous pouvez évidemment, à ce moment-là, faire du lobbying et attendre les prochaines échéances pour encourager un candidat
qui voudrait être élu, à faire promettre que quand il va arriver, il va travailler pour que cette loi change. Donc quand on parlait de détricoter, c'est bien de ça qu'on parlait. Donc, il faut bien qu'on soit bien d'accord, parce que par exemple, il faut être précis. Hein? Donc voilà. Donc si les choses vous semblent injustes, hein, et vous avez le droit, c'est votre liberté de penser qu'une loi est injuste, ben, vous devez travailler, faire un lobbying, dire bon voilà, aux prochaines échéances, je ferai tout pour que cette loi change. Et c'est ça le principe de la démocratie. Sinon, pour le reste, je n'ai pas à ajouter davantage par rapport à ce que André a dit, mais je vais quand même prendre un exemple, parce que vous avez l'air un peu abattu quand il parle, vous avez dit les puissants. Vous savez, les puissants, il ne faut pas aller loin pour les voir. Hein. Quand vous prenez le bus et qu'il est bondé, et que vous avez quelqu'un qui a 2 mètres une carrure de Mike Tyson, vous n'allez pas lui demander de se pousser. Naturellement, vous allez le laisser tranquille et vous allez sortir du bus sans rien dire en fait. Et pourtant, il vous aura privé de votre ticket que vous avez acheté, vous êtes resté debout parce que monsieur avait. C'est la même chose à tous les niveaux. Donc, à ce moment-là, ce sont les réalités. La loi ne peut pas aller jusqu'à dire à ce monsieur, bon, il faut réduire les pectoraux quand vous entrez dans le bus. Hein? Donc, il y a effectivement cette notion de puissance, mais qui n'est pas, comme il l'a bien précisé, comme on dit souvent, la terre est ronde. Donc, la puissance, c'est quelque chose d'instantané. Et puis, il y a la puissance que l'on vous représente et la puissance réelle. Vous êtes déjà arrivé dans une maison, vous voyez quelqu'un qui crie, qui fait tonner les tables, etc. Mais en réalité, c'est la personne assise dans le coin qui décide de tout. Donc, la puissance n'est pas unique comme vous le ressentez. On vous présente dans les médias, dans toute une série de choses, une puissance unique. La puissance de l'argent, la puissance de ceci, mais il y a une autre puissance. Sinon, Gandhi n'aurait pas fait ce qu'il avait à faire. Sinon, Mandela n'aurait pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, la puissance, encore une fois, il a quelque chose de... C'est à vous, à savoir quelles sont les armes. Là, je le rejoins. Quelles sont vos armes? Et les armes, il y en a toujours. En contre guillemets, des armes pacifiques, encore une fois. Je tenais à le préciser. Donc, voilà. Ok. Dernier mot. Qui connaît l'esprit? Bon, comme il n'y a personne, je vais vous aider à le connaître. Si vous voulez connaître l'esprit et savoir comment bénéficier de ce qu'il est, servez-vous. Ne prenez pas un seul, prenez-en 2, allez distribuer pour que l'esprit soit aussi connu. Parce que personne n'a soulevé les doigts. Donc voilà l'occasion pour connaître l'esprit. N'en prenez pas une, prenez-en autant pour aller distribuer. Encore une fois, merci à tout le monde. Il y a une table là qui est laissée pour la convivialité et à la prochaine.